Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre webinaire consacré aux managers. Alors on le sait, et les chiffres que nous allons vous présenter dans quelques instants parlent d'eux-mêmes, les managers sont particulièrement exposés et concernés par les enjeux de santé mentale actuels. Alors comment prendre soin de la santé mentale de vos équipes tout en vous préservant? Quelle posture adopter? Quels outils utiliser pour faire de la santé au travail un levier de performance et de cohésion sans pour autant s'épuiser soi-même? Des questions auxquelles nous allons tenter de répondre lors de ce webinaire. Alors, on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Dominique Frémont, coach professionnel et consultant en évolution de carrière, fondateur de Neo Destiny, et Fanny Pendern, coordinatrice RH chez Previa. Bonjour à tous les deux. Je vais vous Bonjour. laisser... Bonjour. Bonjour. Je vous laisse vous présenter, nous dire en quoi le sujet du jour vous intéresse. Dominique, honneur aux invités. Écoutez, donc Dominique Frémont, enchanté de participer à ce webinaire. Donc j'ai 28 ans de carrière dans une banque française, 15 ans de management comme directeur d'agence, responsable de service, adjoint du directeur commercial et puis directeur de secteur. Et puis, un moment important de ma carrière, le 28 septembre 2023, j'ai fait un burn-out avec une impossibilité de repartir au travail. 1 an et demi pour me reconstruire, et puis une période assez difficile. J'ai quitté mon entreprise en décembre 2024 et j'ai souhaité continuer à accompagner, ce qui est pour moi quand même le sens du management. Je me suis formé au coaching dans un premier temps, au bilan de compétences également, et j'ai créé ma société en mars 2025. Et aujourd'hui, donc Neo Destiny est né et j'accompagne les managers et les collaborateurs qui veulent faire un point sur leur carrière. Merci Dominique. Fanny, à ton tour. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Fanny Penverne, je suis coordinatrice RH chez Previa. Cela fait presque 20 ans maintenant que j'accompagne les organisations et les équipes sur leurs enjeux humains. J'ai travaillé aussi bien en entreprise qu'en cabinet de conseil, ce qui m'a donné une vision très concrète des réalités du terrain, des parcours professionnels et des défis managériaux. Et aujourd'hui, donc, j'accompagne des salariés en arrêt maladie longue durée vers le retour à l'emploi. Et donc, c'est à travers ces accompagnements que je vois chaque jour combien il peut être difficile pour un manager de prendre soin de son équipe sans s'épuiser lui-même. Donc, je suis vraiment heureuse d'être avec vous pour partager des repères simples et utiles pour soutenir la santé mentale de vos équipes tout en préservant la vôtre. Merci beaucoup Fanny, merci Dominique, on est ravis de vous avoir aujourd'hui avec nous. Alors pour ma part, je suis Clémentine Audrin, psychologue du travail et chef de projet santé et QVCT chez Previa depuis 4 ans maintenant. Et donc nous sommes accompagnés en régie de l'équipe communication qui est en charge du bon déroulé de ce webinaire. Et vous connaissez aussi le principe, les conditions du live, vous pouvez poser vos questions tout au long de la présentation et nous tâcherons d'y répondre sur les dernières minutes de cette émission, sinon par mail après l'émission si on n'a pas le temps de répondre à tout. Et puis sachez également que vous pourrez télécharger les slides de la présentation à la fin du webinaire. Alors avant de démarrer, je souhaitais vous partager quelques mots sur Previa. Donc notre équipe pluridisciplinaire propose des solutions sur mesure pour préserver la santé des collaborateurs, favoriser leur bien-être et développer une véritable qualité de vie au travail, quelle que soit la difficulté rencontrée. On met l'humain au cœur de la performance en plaçant l'écoute, la bienveillance et le respect au centre de notre accompagnement. Et au-delà de l'accompagnement individuel, pour les collaborateurs en difficulté, on intervient également en conseil auprès des entreprises pour déployer des démarches, des programmes et des solutions clés en main qui vont viser à réduire le nombre et la durée des absences en agissant à la fois sur la santé et sur l'engagement des collaborateurs et leur qualité de vie au travail. Et Previa est un acteur reconnu de la santé au travail depuis maintenant plus de 20 ans, au service de plus de 2500 entreprises qui est spécialisée dans l'accompagnement du retour au travail, le maintien dans l'emploi et la prévention de l'absentéisme. Et donc, faire appel à Previa, c'est bénéficier d'expertises complémentaires, donc de médecins, psychologues, RH, ergonomes, coachs, pour transformer durablement l'organisation du travail et créer les conditions d'un retour serein et périn pour chaque salarié. Nos interventions innovantes et personnalisées vous permettront de protéger votre patrimoine humain et d'anticiper les nouveaux enjeux de santé au travail. Alors, avant de parler du contexte du management aujourd'hui et de laisser la parole à nos intervenants, on aime bien commencer par un petit sondage afin d'avoir aussi votre avis concernant le sujet du jour. Alors aujourd'hui, on a envie de vous demander, avez-vous déjà eu le sentiment de vous oublier dans votre rôle de manager? Oui, souvent, parfois, rarement ou jamais.
Alors, le sondage se trouve à droite de votre écran, juste en dessous du chat. Et donc, on vous laisse 1 minute pour y répondre. Et en attendant, voilà, je vais vous présenter quelques éléments de contexte avant d'écouter le témoignage de Dominique. Alors, en 2025, qui est l'année où la santé mentale est érigée en grande cause nationale, 38% des managers jugent leur santé mentale moyenne ou mauvaise, soit 9 points de plus en 2 ans. Et 54% des managers ressentent un niveau de stress élevé. Donc, parmi les causes de ce mal-être, on peut évoquer le sentiment d'isolement social que ressentent tout de même 21% des managers. Et cette dégradation de la santé mentale n'est pas sans conséquence, puisque 21% des managers consommeraient des anxiolytiques. Tout ça, ce sont des chiffres issus de l'étude de Lakoff Humanis 2025, donc très récente. Et plus troublant encore, 39% des managers considèrent que parler de leurs difficultés peut nuire à leur évolution professionnelle et plus d'1 sur 2 estiment que cela porterait atteinte à leur légitimité. Alors voilà le paradoxe auquel sont confrontés les managers d'aujourd'hui, c'est être les gardiens du bien-être de leur équipe tout en dissimulant leur propre fragilité. Leur absentéisme a doublé, notamment car ils ont été surexposés aux problématiques d'épuisement et de burn-out, jonglant entre leurs propres contraintes personnelles, tout en assurant bien sûr une continuité du service et une prise en compte des difficultés aussi de leurs collaborateurs. Alors face au stress, 37% des managers ont pour réflexe d'augmenter leur charge de travail, créant un cercle vicieux d'épuisement, comme en attestent les derniers chiffres de Malakoff Humanis, avec plus de la moitié des managers fatigués professionnellement. Et donc une fatigue qui est aussi exacerbée par les difficultés de déconnecter du travail, pour également plus de la moitié des managers, soit tout de même 16 points de plus que la moyenne française. Donc dans un environnement professionnel où la faiblesse n'est pas de mise, comment incarner la bienveillance sans se perdre soi-même? Et surtout, comment sortir du silence et de l'injonction à la performance pour construire un management véritablement humain et durable? C'est les questions qu'on va se poser aujourd'hui. Alors avant de laisser la parole à Dominique, je vais regarder les résultats du sondage. Donc vous êtes quand même 33%, un tiers à dire que vous avez souvent le sentiment de vous oublier dans votre rôle de manager, 61% parfois, 6 rarement et 0 jamais. Donc ça se joue donc en grande majorité pour le parfois et puis ensuite sur le oui souvent. Donc écoutez, on est là aujourd'hui pour partager aussi le ressenti de Dominique à ce sujet et vous donner aussi des outils et des clés bien sûr pour répondre à ces difficultés. Alors Dominique, j'avais une première question à te poser. Voilà, tu l'as un petit peu dit en introduction, mais est-ce que tu peux nous parler de ton parcours ? Alors, oui, alors sur le parcours, pour rentrer dans le vif du sujet, je pense qu'il y a 2 phases pour expliquer ce qui m'est arrivé. Je pense qu'il y a la phase d'avant burn-out qui est importante pour moi, parce qu'en fait, maintenant, avec le temps, j'ai compris ce qui s'était passé. L'avant burn-out, c'est déjà en plein Covid, un poste de manager, bien évidemment, où je m'occupe de la réorganisation du réseau bancaire, et donc il faut tout réinventer dans cette période-là. Donc du jour au lendemain, vous vous rappelez, on a été confinés, il fallait tout restructurer, et je me trouve avec mon équipe à tout réorganiser, le fonctionnement d'une agence bancaire et des agences bancaires de tout le réseau de mon entreprise. Et je pense que j'y ai passé une énergie folle, avec beaucoup de passion d'ailleurs, mes équipes aussi, mais sans doute que déjà à cette époque, j'ai tellement donné avec l'équipe que sans doute que je me suis un peu oublié et j'ai commencé à puiser dans mes forces. Donc ça, c'est la première étape importante, c'est cette période Covid. Ensuite, ça a été donc une belle expérience professionnelle avec de belles réussites. Et forcément, quand on a des belles réussites, on vous propose de nouvelles missions. Et là, on m'a proposé une nouvelle mission qui était un poste de directeur de secteur, donc directeur d'agence, donc sur une plus grosse structure, 155 collaborateurs, 27 points de vente. Et avec une particularité, c'est que ça nécessitait une mobilité géographique à plus d'1 heure de trajet de chez moi. Donc 1 heure de trajet le matin, 1 heure de trajet le soir. Et là aussi, je pense que cette période était difficile pour ces raisons-là. L'autre raison, c'est que c'est un poste que je ne sentais pas, je n'avais pas spécialement envie de faire. Mais il se trouve que la manière dont on me l'a proposé, je me voyais en difficulté de le refuser.
Bon, pour être très clair, la décision avait même été prise en comité de direction avant que je l'apprenne. Donc, je me suis retrouvé un peu devant le fait accompli. Et puis, je crois que pour la première fois de ma carrière, j'ai pas pris un temps de réflexion. Et il s'est avéré que j'aurais dû prendre ce temps de réflexion parce qu'après, les 2 années que j'ai passées sur ce métier ont plutôt été des années qui ont conforté ce que je pensais, à la fois sur ma place, à la fois sur mon rôle et puis sur le sens de mon métier. Merci Dominique pour cette présentation. Alors, tu nous as parlé, quand on préparait le webinaire, de perte de sens, d'une forme de solitude. Qu'est-ce qui a été le plus dur finalement pour toi à vivre à cette époque? En fait, tu le dis là, c'est Clémentine, c'est en fait, sur ce dernier poste, je pense que j'étais rapidement en difficulté dans le sens où je perdais complètement le sens de mon métier. J'avais l'impression que j'étais juste un passe-plat entre la direction et puis mes équipes. Et j'étais là pour passer une parole, mais pas forcément intégrer la mienne. Et donc déjà, cette difficulté de perdre un peu de son identité, de sa personnalité, je me suis trouvé un petit peu en difficulté. Et quand vous êtes sur un poste qui est sans doute un des plus hauts postes que je pouvais avoir dans cette entreprise, vous vous dites, mais finalement, c'était un peu le Graal. J'ai tout mis en œuvre pour aller vers ce métier-là. Finalement, j'avais des doutes, les doutes se confirment, mais comment je m'en sors? Et je me sentais à ce moment-là un peu seul. Vous avez peur de dire que finalement ce métier ne vous va pas trop bien. Et surtout, je ne savais pas trop à qui le dire. Donc, ce sentiment de solitude, il était hyper important. Mes équipes ne ressentaient pas du tout mon malaise. Et puis, c'est difficile d'aller exprimer auprès de sa direction qu'on n'est pas à l'aise dans un métier. Et en fait, c'était la première fois que j'y étais confronté dans ma carrière, après 15 ans de management. Donc, je ne comprenais pas pourquoi ça m'arrivait. Donc, c'était ça la difficulté du moment. Je ne sais pas si ça répond bien à la question, Clémentine, mais... Si, parfaitement, merci. Je crois que Fanny, tu avais une question aussi à Dominique. Donc, que tu actives ton micro, s'il te plaît. Pardon. Donc oui, effectivement, Dominique, tu parles de perte d'identité, d'avoir le sentiment de faire juste le passe-plat. Donc on entend bien cette période-là. Je voulais te demander aussi l'après, comment s'est passée la reconstruction pour toi, Dominique? Ouais, alors cet après, c'est une période, c'est une période très importante parce qu'on a un rendez-vous avec soi-même. En coaching, moi je parle d'une période qui est une période de déconstruction, si j'analyse maintenant. La période qui suit l'arrêt, déjà les 15 premiers jours, c'est un peu le drame, c'est un peu la fin du monde. J'ai l'impression d'avoir abandonné les équipes. Il était nécessaire que je m'arrête parce que je dormais plus et j'étais épuisé, comme on le dit dans le burn-out. Et en plus, médicalement, il était important que je puisse vraiment couper avec l'entreprise pour pouvoir me donner la chance d'après de pouvoir avoir une phase de reconstruction. Et donc, la toute première phase, c'est une phase où j'étais complètement paumé. Normalement, la vie dans le monde de l'entreprise, j'ai jamais été arrêté, je pense, avant. Vous êtes toujours dans l'interaction avec beaucoup de collègues, avec beaucoup d'actions à mettre en place. Enfin, c'est tout le temps, votre boîte mail, le téléphone qui sonne tout le temps. Et là, du jour au lendemain, c'est une coupure totale. Donc, cette période-là, moi, ça m'a énormément déstabilisé. Heureusement, je me suis fait accompagner par des thérapeutes sur cette partie-là, c'était nécessaire. Et puis la famille qui était très présente aussi. Donc cette partie-là, elle est très dure. Il faut comprendre aussi la notion de temps. C'est-à-dire que j'avais de la peine à intégrer qu'il fallait que je prenne mon temps. Moi, je croyais que 15 jours d'arrêt allaient me suffire et que j'allais repartir. Voilà, je coupe. J'avais perdu le sommeil depuis quelques mois. Donc, je m'étais dit, tu vas repartir assez vite. Et finalement,
Ben, en fait, comme vous êtes épuisé et que j'avais pas pris conscience de cette fatigue, je suis plutôt sportif en plus, donc j'imaginais qu'avec un moment de repos, j'allais repartir assez vite. Et c'est pas le cas. Donc il a fallu que j'intègre la notion de temps. Et là, la notion de temps, c'est sur plusieurs semaines au départ, finalement plusieurs mois dans ce que j'ai pu voir avec les médecins. Et puis, ben, il faut vraiment, 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 vraiment accepter cette notion de prendre son temps pour tout remettre en place, quoi, tout remettre à sa place. Ça, c'est la première phase. La phase d'après, c'est une phase où euh, j'ai appris à conscientiser ce que j'ai vécu, c'est-à-dire comprendre pourquoi ça m'est arrivé. Et c'est pour ça que je suis revenu tout à l'heure, dans mon explication, je suis revenu assez tôt, c'est presque 5 ans en avant, en fait. C'est les 5 dernières années qui ont été compliquées, et je pense que j'ai pris conscience de ça que quand j'ai commencé à analyser les choses pendant cette phase d'arrêt, accompagné d'un psychologue et d'un psychiatre, parce que surtout qui était en plus sur la souffrance au travail. Il y a que là que j'ai aussi intégré mon rapport au travail. C'est-à-dire, qu'est-ce que ma force de travail, à quoi elle sert et jusqu'où je dois la mettre. Donc cette phase-là, elle est hyper importante aussi. Une fois que j'ai compris tout ça, là on peut dire que, alors il s'est passé en termes de temps, j'ai été arrêté le 28 septembre, à partir du mois de juin, je pense que du mois de juin de l'année suivante, hein, j'ai commencé à retrouver la force et l'envie de repartir sur autre chose, enfin de repartir. Sur autre chose, je ne savais pas encore. Le vrai sujet qui suit après, bah, c'est la phase où vous vous dites qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reviens dans l'entreprise? Si je reviens, sous quelle forme? Est-ce que j'ai encore ma place? Est-ce que j'ai encore envie de faire le même métier? C'est vraiment des interrogations importantes. Donc de mon côté, c'était assez complexe, très clairement. J'avais une grosse difficulté parce que je ne voyais pas. En fait, j'avais l'impression que le métier que j'avais fait m'avait brûlé de l'intérieur. Et donc, je n'avais pas envie de reproduire tout ça. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu peux faire? Et dans l'entreprise, je ne voyais pas trop de solutions, très clairement. Donc, bah, cette phase-là, ça a été une phase où j'ai décidé de me dire qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce que j'ai envie de refaire. Toujours passionné par le management et par l'accompagnement. Et c'est là que je me suis dit, il faut que je reste sur cette thématique-là parce que c'est quelque chose qui a du sens pour moi. Donc, aider les autres. Et c'est là que je me suis formé au coaching et que j'ai décidé plutôt de partir sur une structure qui était ma structure et en fait de faire ce que j'avais jamais imaginé faire et créer ma propre entreprise d'accompagnement. Avec en plus le sujet quand même du burn-out, en toute humilité, j'ai eu à gérer le burn-out de d'autres collaborateurs dans mes équipes, des périodes difficiles. J'ai toujours accompagné, mais je ne pensais pas que ça pouvait m'arriver à moi. C'est-à-dire que je pensais toujours à la santé des autres, mais je ne pensais pas à la mienne. Et cette période dont tu parles, Fanny, là, dans la période de reconstruction que j'explique un peu, qui est un peu longue, mais j'ai aussi pris conscience de comment moi je me préserve. Qu'est-ce que je dois mettre en place comme garde-fou pour que ça ne se reproduise pas. Voilà. Ouais. Bah, tu résumes très bien, en tout cas, les différentes étapes que l'on voit avec les collaborateurs que nous, on accompagne chez Previa. Donc, tu l'as très bien dit, c'est dans un premier temps, c'est difficile voilà, d'accepter de prendre ce temps et que le temps va être long parce qu'effectivement, le corps lâche du jour au lendemain. Il y a une fatigue physique, c'est peut-être les premiers signaux, mais il y a une grosse fatigue psychique. Et donc, pour intégrer voilà, voilà, tout ce que tu as compris pendant cette période-là, et c'est exactement les retours que nous font les personnes qu'on accompagne. Il y a eu une accumulation, c'est pas évidemment du jour au lendemain, il y a vraiment une accumulation d'événements. Et donc, l'effondrement et la reconstruction par la suite, elle prend du temps. Et c'est vraiment la première étape. La reconstruction est longue, mais nécessaire. Et je pense que tu le vois bien aujourd'hui. Tu as tiré des leçons. Tu as appris aussi à
à écouter tes propres besoins, à avoir cet équilibre vie pro, vie perso. Donc voilà, en tous les cas, merci pour ce retour-là, parce que tu l'as très bien résumé. Donc, effectivement, tu as fait le choix de ne pas revenir dans la société dans laquelle tu étais depuis longtemps pour te consacrer aujourd'hui au métier de coach et continuer, comme tu le dis aussi, sur ce métier d'accompagnement. On voulait aussi revenir sur le rôle du manager lorsque le salarié il souhaite revenir après un long arrêt, revenir au travail. Donc, qu'il s'agisse d'une maladie, d'un accident, d'un congé maternité ou paternité ou encore d'un burn-out, il est absolument central. Il est vraiment le point d'équilibre entre les besoins du salarié, les attentes de l'équipe et les exigences aussi de l'entreprise. Et lorsque cet équilibre est bien géré, la reprise, elle peut être durable, sereine et vraiment efficace. Donc, voilà, c'était important de rappeler ce rôle-là. Le rôle du manager dans le cadre d'un retour. Et puis, on va pouvoir poursuivre aussi pour vous présenter, on va dire explorer ensemble les différentes étapes clés d'un retour au travail réussi. D'abord, ce qui se passe avant la reprise. C'est vrai qu'on hésite quelquefois en tant que manager à prendre des nouvelles d'un collaborateur qui est en arrêt maladie. Pour autant, c'est précieux, en tout cas pour la personne qui est en arrêt, qui est en souffrance, peu importe la raison, le motif, mais en tout cas de maintenir un lien humain et respectueux, sans pression, prendre de ses nouvelles, sans forcément évidemment lui demander le motif de son arrêt, mais garder ce lien-là, c'est important. C'est aussi anticiper, c'est échanger avec les ressources humaines, la médecine du travail, identifier d'éventuels aménagements aussi de postes. Donc, ça, c'est vraiment aussi intéressant. Et sans oublier d'impliquer l'équipe pour installer un climat d'accueil positif. Et ensuite, le jour du retour, c'est un moment aussi chargé d'émotions pour le collaborateur qui revient après plusieurs mois d'absence. Donc, le rôle du manager, c'est de l'accueillir en personne, de prendre le temps, de créer un climat chaleureux, de prendre le temps d'un vrai échange individuel, de le rassurer aussi, d'écouter les appréhensions qu'il peut avoir et de réexpliquer les évolutions qui sont survenues pendant son absence. Donc, bref, poser les bases d'un retour réussi. Mais la reprise, elle ne se joue pas en un jour. L'accompagnement dans la durée est aussi essentiel. Dans un premier temps, effectivement, c'est d'adapter la charge de travail, proposer une montée en puissance progressive, éviter toute pression inutile. Et surtout, assurer un suivi régulier. Repérer les signes de fatigue, c'est important aussi que vous soyez en alerte là-dessus, sur les signes de fatigue que peut avoir, ou de stress, d'un collaborateur qui revient, et faciliter la réintégration sociale dans l'équipe. Donc, le manager, il n'est évidemment pas seul, même si, effectivement, on n'y pense pas toujours, mais c'est important de travailler en collaboration avec les ressources humaines, la médecine du travail également, qui peut faire des préconisations lors de la reprise. Peut-être un psychologue du travail quand c'est nécessaire, ou d'autres ressources que vous pouvez avoir en interne ou en externe. Donc, c'est vraiment cet écosystème qui permet d'ajuster les conditions de travail et de sécuriser la reprise. Et enfin, et peut-être surtout, la réussite du retour repose sur une posture managériale bienveillante, en faisant preuve d'écoute, d'empathie aussi, de patience, parce que ça ne va pas se faire du jour au lendemain, et d'être reconnaissant, de montrer de la reconnaissance sur les progrès que peut faire un collaborateur. Voilà, autant d'attitudes qui, cumulées, ont un impact immense sur le bien-être et la réussite du salarié. Et si vous êtes manager, vous avez vraiment un véritable pouvoir d'influence sur cette étape qui est charnière, qui est le retour au travail. Et c'est également valable lorsque vous êtes manager de manager. Donc ça, c'est un point aussi important qu'on voulait rappeler. On va pouvoir poursuivre. On le dit, de nombreux managers aujourd'hui vivent une surcharge permanente entre les attentes de la direction, les besoins des équipes et leurs propres exigences aussi personnelles.
Donc, résultat, ils s'épuisent, ils s'oublient, ils finissent parfois en pilotage, on va dire, automatique. Et donc, avec ton vécu, Dominique, compte tenu de ta carrière, est-ce que tu peux nous partager peut-être les conseils que tu donnerais à des managers qui sont sursollicités dans leur quotidien et qui ont tendance justement à s'oublier eux-mêmes? Ouais, merci Fanny. Tu dis pilotage automatique, c'est exactement ça. C'est que, en fait, à chaque fois qu'on prend un nouveau poste de manager, euh, le démarrage est souvent, il y a un coup de boost important au démarrage, ce que j'ai vécu à peu près dans tous mes postes. Sur le dernier, le problème que j'ai rencontré, c'est que ça ne s'est pas arrêté. Ça a toujours été là, pas vis-à-vis de mon métier et de ce que je faisais avec les managers que je manageais, mais moi, perso. J'arrivais plus à retrouver ce fil où je retrouve un équilibre. Donc, ça, c'est important. Pour moi, si ça dure trop longtemps, ce mal-être ou cette difficulté qu'on peut avoir au début quand on prend un nouveau poste d'encadrement, si ça dure trop longtemps, c'est qu'il se passe des choses. Et ça, il faut être à l'écoute de ces choses-là. Alors la deuxième chose, c'est très pratico-pratique, mais je pense, et je l'ai dit tout à l'heure un peu, mais avant de prendre un poste de manager, un nouveau poste de manager, c'est quand on est manager, en fait, parfois on postule même pas, on vient vous chercher. Et moi, ça m'est très souvent arrivé. C'est très rare que j'ai passé des entretiens pour un poste. Donc, et sur les postes de manager, on nous propose des nouvelles missions, des nouveaux challenges. Je pense que quand c'est important de se donner un temps de réflexion avant de prendre un nouveau poste, même si c'est le Graal. J'ai même envie de dire, surtout si c'est le Graal. Je pense que sur le dernier poste, j'aurais dû prendre ce temps de réflexion. Et si j'avais pris ce temps de réflexion, il est possible que je serais passé par ce que j'ai vécu derrière. Je pense qu'il y a un sujet aussi autour de dédramatiser l'échec. C'est très facile à dire, hein, en toute humilité. Le manager, il travaille toujours pour de la performance, très souvent, soit parce qu'il a des ambitions qui lui sont données. Dans le rouage de l'entreprise, il est important pour la performance de l'entreprise, pour emmener ses équipes. On lui dit assez souvent dans les différentes réunions de managers. Mais maintenant, je le dis, ce n'est qu'un travail. Même si c'est un métier de manager, ce n'est qu'un travail. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on le fasse mal, mais on ne fait qu'un travail. On a d'autres choses dans notre vie, même nous en tant que manager. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Je pense qu'il faut aussi savoir mettre de côté ce qu'on va penser de nous. Moi, très clairement, c'était vraiment une phrase qui revenait très souvent dans les 2 ans de mon dernier métier. C'était « mais si j'arrête, si je veux faire autre chose, qu'est-ce qu'on va dire de moi ?» Parce que on est dans un système avec des gens qu'on connaît, 28 ans dans la même entreprise. On vous a vu progresser, on vous a vu monter en poste. Et là, vous y êtes plus. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et ça, sur ce sujet-là qui est autour de l'ego, je pense qu'il y a un travail à faire. Voilà, parce que je pense que ça peut être notre pire ennemi. Je crois qu'il faut savoir aussi dire stop. Alors, on peut dire, il faut savoir dire non, mais il faut aussi savoir dire stop. C'est-à-dire qu'à un moment donné, soit par un arrêt courte durée, parce que moi, ça faisait 6 mois que je ne dormais plus, hein, et je ne voulais pas m'arrêter. Il y avait toujours une raison pour laquelle je ne pouvais pas m'arrêter. Mon médecin m'avait dit, là, ça serait bien que vous arrêtiez, monsieur Frémont. Oui, mais non, je ne peux pas, parce que la semaine prochaine, j'ai ça, la semaine d'après, j'ai ça. Enfin, il y avait toujours quelque chose. Et donc, ce stop, il est important. Et la dernière chose, je pense maintenant avec le recul, et j'aurais pu le gérer différemment, je pense que dans les entreprises, il y a toujours une solution. C'est juste qu'il faut communiquer, il faut échanger. Voilà. Alors, il faut trouver les bons relais et les bonnes personnes avec qui on peut le faire. Ça peut être son N+1, ça peut être son N+2, ça peut être la RH, mais je pense que ça peut être ses pairs. Mais il y a un sujet autour de ça, et ça, je n'ai pas su le faire. Parce que très clairement, les gens autour de moi n'ont rien vu venir. Voilà ce que je pouvais dire là-dessus. Oui, oser en parler. Mais c'est vrai que c'est l'intérêt aussi de ce webinaire, c'est d'oser en parler pour qu'effectivement on puisse avoir des relais en interne ou à l'externe pour pouvoir se confier sur ce qu'on peut vivre à l'instant T.
Et alors, Dominique, on le disait, voilà, prendre soin de soi, mais aussi prendre soin des autres. Justement, quand tu étais manager, comment tu soutenais les collaborateurs qui rencontraient des difficultés? Euh, Moi, alors, je dis souvent, parce qu'en fait, il n'y a pas de, pour soutenir les autres, je trouve qu'il n'y a pas d'outil, il y a pas d'outil tout fait, excusez-moi, il n'y a pas d'outil tout fait. Je crois surtout que c'était l'écoute, et moi, quand je dis que c'était l'écoute, c'était important pour moi, c'était de toujours être à l'écoute de mes collaborateurs, mais quand je dis l'écoute, c'est l'écoute. Pas seulement de les entendre, c'est dans la vie de alors, je parle souvent, je travaille en agence, dans la vie de nos agences, dans les moments, les temps forts collectifs, les temps individuels, de toujours être en veille des moments où ça va un peu moins bien, et de savoir les sentir, et puis derrière pouvoir en parler avec la personne, pour qu'ils aient toujours euh, justement ce que moi je n'ai pas assez trouvé, c'est-à-dire l'envie de pouvoir discuter avec quelqu'un, avec son manager, pour sentir qu'on est épaulé et qu'on est accompagné. Et ça, je pense que c'est primordial, et moi c'est comme ça que je fonctionnais. Euh, et ce que je pourrais rajouter, c'est de savoir que dans la pyramide de l'entreprise, en fait, il y a plusieurs strates, mais qu'en fait, on peut aussi si ça matche pas, par exemple, avec son N+1, ça peut arriver dans sa carrière. On a le N+2. Et donc, de trouver de la proximité avec toutes ces personnes-là, ça me paraît important. Merci beaucoup. Et justement, est-ce que parfois, tu avais l'impression d'être seule pour gérer ces situations de mal-être, de difficultés? Oui, oui. En fait, le métier de manager, même si on est entouré, c'est un métier de solitaire, parce que quand vous prenez des décisions, vous les prenez souvent seul. Alors, vous pouvez avoir un adjoint, vous pouvez les confronter avec une autre personne, mais quand même, c'est souvent seul. Deuxièmement, une entreprise, elle a des ambitions, elle a des choses à mettre en place. Et en fait, le manager, on est le relais. Et en étant le relais, ça veut dire que être le relais, ça veut dire qu'il faut qu'on passe l'information à nos collaborateurs. Et on n'a pas toujours les codes pour bien le faire. Et donc, on est seul là pour faire ça. Et parfois, si vous n'êtes pas bien entouré, vous pouvez vous planter. Ça peut être mal interprété par les équipes. Parfois, vous le faites avec du bon sens, mais malheureusement, ça peut être perçu comme du stress, ou voilà. Et puis parfois aussi, vous n'êtes pas toujours en phase avec les décisions qui sont prises. Et donc là, vous avez ce que j'appelle les états d'âme derrière, et qui vous font mal vivre votre job. Euh, Là, je remets l'importance du N+1, c'est-à-dire la capacité, quand il y a des décisions importantes qu'on doit porter, à être soutenu, à être accompagné, et puis pouvoir échanger pour affiner les décisions qu'on prend. Voilà. Et donc, essayer de se dire, je ne suis pas seul. Ou alors avoir des pairs autour de soi qui vous permettent de challenger vos idées, et de voir comment eux ils feraient, comment vous ferez. Enfin, voilà, se sentir en confiance ensemble. Et là, justement, avec du recul, Dominique, qu'est-ce que tu aurais aimé avoir à ta disposition, justement, comme outil, comme aide pour exercer ton rôle de manager? Alors, je dissocie pas, parce que en fait, c'est peu la même chose. À la fois dans la manière dont moi je me suis perdu à un moment donné, et puis parfois sur des décisions que j'ai pu prendre, ou des moments où peut-être avec un collaborateur où je me suis senti plus en difficulté. Mais euh, je le disais tout à l'heure, l'importance de l'écoute active, ça c'est pour moi primordial, avec de la disponibilité sincère. C'est-à-dire que je disais souvent, la porte est toujours ouverte. Mais en fait, quand elle est ouverte, elle est vraiment ouverte. C'est-à-dire, je ne fais pas autre chose à la fois. Quand j'écoute quelqu'un, j'écoute vraiment quelqu'un. Mais il faut aussi, et ça c'est pour moi, manager, de temps en temps les fermer, mais c'est parce que j'ai besoin de travailler sur quelque chose, et que j'ai besoin de me concentrer, et que je ne peux pas être en interaction tout le temps, parce que c'est comme ça qu'on s'épuise, à avoir dans son cerveau 10 000 choses à la minute. C'est comme ça qu'on se fatigue. Euh,
moi, je pense que, après, là, je parle plus par rapport à ce que j'ai vécu pour mon burn-out. Moi, j'aurais aimé, ou j'aimerais à l'avenir, dans l'entreprise, euh, de temps en temps, il y a des témoignages pour briser les tabous sur la santé au travail, qui permettraient peut-être de libérer la parole sur le burn-out. Parce qu'en fait, j'ai fait le constat, j'ai souvent été confronté à ça pour les autres, ce que je disais tout à l'heure, mais finalement, savoir comment le gérer, j'ai jamais appris. Et si j'avais appris à mieux le gérer, peut-être que j'aurais mieux géré les phases avant-coureurs que je rencontrais. Donc ça me paraît important. Il y a un sujet autour de l'équilibre entre le soutien du collaborateur et la préservation de soi. Pour moi, on est là pour les autres, c'est évident, mais il ne faut jamais s'oublier. Et donc, il faut savoir se préserver. Alors, c'est des trucs bateaux que je vais raconter, mais je pense que, mine de rien, s'octroyer des pauses, savoir couper sans culpabiliser, parce que j'avais ce problème-là souvent, c'est même m'arrêter pour faire un déjeuner avec d'autres managers, il fallait toujours que je respecte les horaires parce que j'avais peur que je ne sois pas comme les autres. Mais de temps en temps, vu la tension qu'on a, la pression qu'on peut avoir, c'est important d'avoir ces temps, ces sas de décompression. Et je pense que je ne les avais pas toujours. Et ça, c'est important. Je pense qu'il faut s'y donner. Il faut bien évidemment éteindre son portable le week-end. Il faut ne pas lire ses mails le week-end, ni le soir. Ne pas travailler le week-end. Laisser ses outils au bureau quand on peut le faire le soir et le week-end. En clair, c'est bien évidemment ces sujets dans l'entreprise, ils sont dit, hein, la déconnexion, c'est pour tout le monde. Mais souvent, le manager, il oublie que c'est aussi pour lui. Et donc, je pense que autour de ça, il faut y être vigilant. Dans l'entreprise, je dirais également, moi, je pense que je crois beaucoup, et ça me manquait, des temps de supervision. Alors, je l'appelle supervision, c'est par rapport à mon jargon aujourd'hui, mais en fait, des temps où les managers peuvent déposer les choses entre eux et peuvent parler. Alors, ça peut être organisé par son N+1, ça peut être organisé par l'entreprise, par la RH, avec un coach, avec une personne tierce qui a un savoir-faire dans le domaine, où les managers peuvent venir poser ce qu'ils rencontrent comme difficulté. Parce que déjà, rien que de le poser, ça ne veut pas dire le résoudre, mais de pouvoir le poser, d'abord, on se rend compte que les autres ont le même problème. Et donc, on aime tous dans le même bateau. Et puis, souvent, en réfléchissant à plusieurs, on trouve des solutions pour ses propres problèmes. Donc ça me paraît important. Ça, c'est sur le plan collectif. Sur le plan individuel, moi, je crois aussi qu'il faut avoir, alors, soit la N+1 qui est très bienveillant, à l'écoute et qui est vraiment à vos côtés pour pouvoir vous aider dans les moments où vous sentez des difficultés, soit vis-à-vis de vos équipes, soit personnel par rapport à votre job. Mais ça peut aussi être un coach qui pourrait être là et l'entreprise peut mettre à disposition ou des personnes référents à l'intérieur qui jouent ce rôle de coach agile autrement, mais en fait quelqu'un sur qui je peux déposer, qui est plutôt neutre et on peut traiter ce qui se passe pour que je conscientise un peu ce qui se passe. Et le dernier point, et là je découvre que depuis que je fais maintenant mon métier, et si je l'avais découvert plus tôt, ça m'aurait peut-être aidé, c'est, je pense, se former à la santé mentale. J'ai envie de dire, aujourd'hui, je ne comprends même pas qu'en tant que manager, on ne s'y forme pas. On en entend parler tout le temps aujourd'hui. Alors ça s'est accentué certainement, mais se former à la santé mentale, c'est important pour les autres et puis pour soi. Merci beaucoup, Dominique. En effet, hein, je te rejoins sur l'importance de se former à la santé mentale. C'est quelque chose qu'on propose chez Previa. Et tu as rappelé l'importance du droit à la déconnexion. Et on l'a vu dans les statistiques du début, il y a quand même plus de 50% des managers qui n'arrivent pas à déconnecter. Donc voilà, on a l'impression d'enfoncer des portes ouvertes quand on dit ça, mais voilà, c'est vraiment important parce que ça peut vraiment peser sur la santé mentale. Et parce qu'on est au forfait, Oui, souvent, et donc en fait, il n'y a pas de limite. Et donc, comme il n'y a plus de limite, à un moment donné, on n'en met plus. Par contre, quand vous ne prenez même plus le temps d'aller faire votre sport du week-end, je pense que là, vous passez un cap qui fait que vous allez au-delà de ce que j'appelle notre travail. Voilà. Et ça, et souvent, quand on le réalise, voilà, c'est trop tard, malheureusement.
Je vais maintenant vous présenter un autre outil qu'on affectionne particulièrement chez Previa pour accompagner les managers dans leur quotidien. On l'appelle le cercle d'influence. Alors, cet outil il est d'une simplicité remarquable, mais son impact sur la charge mentale et l'efficacité managériale, il est considérable. Alors, pourquoi cet outil? Combien de fois vous êtes-vous senti submergé par des situations qui semblent échapper à votre contrôle? Combien d'énergie dépensée à vous préoccuper de choses sur lesquelles vous n'avez finalement que peu ou pas de prise? Eh bien, le cercle d'influence vous aide à faire le tri et à concentrer votre énergie là où elle sera réellement utile. Alors, imaginez 3 cercles concentriques qui vont cartographier votre réalité managériale. Alors, on retrouve le cercle intérieur, donc c'est votre zone de contrôle totale, votre cœur d'action, ce qui dépend à 100% de vous. On va y trouver par exemple votre disponibilité pour vos équipes, votre capacité d'écoute sincère et active, votre posture, votre attitude au quotidien, hein, c'est tout ce que disait Dominique tout à l'heure d'ailleurs, et les décisions que vous prenez dans votre périmètre. C'est là que votre pouvoir d'agir est maximal, et ces éléments, ils ne dépendent que de votre volonté et de vos choix. On retrouve ensuite le cercle intermédiaire, votre zone d'influence. Et c'est ici que les choses vont se complexifier un peu parce que vous pouvez agir, mais le résultat ne dépend pas uniquement de vous. Donc c'est une zone de co-construction. Par exemple, motiver vos collaborateurs, eh bien, vous pouvez créer les conditions de la motivation, mais l'envie naît aussi de chaque personne. Impliquer votre équipe dans un projet, vous proposez, mais chacun décide de son niveau d'engagement. Développer les compétences, vous offrez les opportunités, mais l'apprentissage reste aussi un acte personnel, la personne doit aussi vouloir s'investir. Donc dans cette zone, votre rôle est d'influencer, il est de faciliter, il est de créer un environnement favorable, tout en acceptant que le résultat final vous échappe partiellement. Et donc ensuite, on a ce que vous voyez en rouge, hors du cercle, c'est la zone hors contrôle. Ce sont tous ces éléments avec lesquels vous devez composer, mais sur lesquels vous n'avez aucune prise. Le code du travail et les réglementations, la maladie d'un collaborateur, les décisions stratégiques prises au niveau du groupe, la météo le jour de votre séminaire d'équipe. Ces éléments font partie de votre environnement, et donc les nier serait vain. Votre énergie doit se concentrer sur l'adaptation plutôt que sur la résistance. Alors, comment utiliser cet outil au quotidien? Eh bien, vous avez 2 usages, en individuel ou en collectif. En individuel, on recommande aux managers de prendre régulièrement un temps de pause pour se poser cette question: sur quoi suis-je en train de dépenser mon énergie en ce moment? Donc, prenez une situation qui vous préoccupe actuellement et positionnez-la honnêtement dans le cercle. Vous constatez peut-être que vous passez un temps considérable à ruminer sur des éléments qui sont totalement hors de votre contrôle, voire totalement hors du cercle. Cette prise de conscience, c'est le premier pas vers une meilleure utilisation de votre énergie managériale pour vous recentrer vraiment sur votre pouvoir d'agir. Et donc, en usage collectif, vraiment, l'outil il prend une autre dimension. On vous propose de le partager avec vos pairs. Dominique le disait assez régulièrement lors de ce webinaire, c'est important l'échange entre pairs. Vous pouvez aussi partager avec votre manager. C'est alors un outil formidable de dialogue. Donc, avec vos pairs, vous allez pouvoir confronter vos perceptions, et puis vous soutenir mutuellement sur les sujets un peu plus difficiles. Avec votre N+1, vous allez pouvoir clarifier les attentes et identifier ce qui relève de votre responsabilité versus ce qui nécessite un arbitrage ou un soutien hiérarchique. Et avec votre équipe, vous pouvez aussi responsabiliser chacun sur sa propre zone de contrôle et bien montrer que là, ça dépend de vous, mais que là, ça dépend aussi de l'équipe. Donc l'intérêt majeur de cet outil, c'est la libération mentale qu'il procure. Donc en identifiant clairement ce qui ne dépend pas de vous, vous vous autorisez à lâcher prise aussi sur certaines situations. Vous cessez de porter une responsabilité qui n'est pas la vôtre et votre énergie, qui est précieuse et limitée, se concentre sur votre véritable pouvoir d'agir. Et donc paradoxalement aussi, en acceptant vos limites, vous devenez plus efficace dans votre zone d'influence. Vous êtes plus présent, plus serein, plus stratégique. Donc pour conclure, le cercle d'influence n'est pas un outil magique qui fera disparaître les contraintes, mais c'est une boussole qui vous aide à naviguer dans la complexité managériale avec plus de lucidité et de sérénité. Donc on vous invite à le tester, à vous l'approprier bien sûr, utilisez le vide et surtout partagez-le autour de vous. Alors Fanny, pour finir, je voulais te demander comment tu accompagnes les managers qui veulent bien faire, mais qui finissent par se sentir dépassés? Alors effectivement, souvent quand on me demande comment j'accompagne les managers qui veulent bien faire mais qui se sentent dépassés,
Alors, je pense à une scène très simple. C'est un jour, un manager arrive à une séance en me disant, j'ai l'impression d'être en train de pédaler dans le sable, pédaler dans la semoule, hein. Je veux soutenir tout le monde et j'y arrive plus. Et quand un manager veut vraiment bien faire, mais qu'il se sent dépassé, ben, mon rôle, c'est d'abord de le remettre en sécurité. Donc, je l'aide à clarifier ce qui est de son ressort et ce qui ne l'est pas, et à sortir de cette impression de devoir toujours, voilà, tout porter. Donc, qu'est-ce qui dépend vraiment de toi? Qu'est-ce que tu portes par habitude, par loyauté aussi vis-à-vis de l'entreprise, de la direction, mais qui n'est pas réellement de ton rôle. Donc, rien que ça fait déjà baisser la pression. Et ensuite, on passe à du très concret. Donc, je propose des outils simples, comment cadrer sans s'épuiser, comment gérer les tensions avec plus de calme, comment organiser son temps pour ne plus être en mode, on va dire, pompier toute la semaine. Donc, il teste, il revient, on ajuste. Et à chaque fois, je vois la charge mentale qui descend. Mais le vrai tournant, c'est quand on travaille sur la posture et accepter qu'il n'a pas à être parfait, apprendre à dire non sans se sentir coupable, retrouver son leadership parce qu'il fait plus, mais pas parce il se reconnaît vraiment à ce qui fait sens pour lui. Et un jour, ce même manager me dit, j'ai pas moins de défis qu'avant, mais je ne me sens plus écrasée, je me sens à ma place. Et c'est exactement là que je veux les amener, des managers qui restent engagés, humains, efficaces, mais sans se perdre en route. Merci beaucoup, Fanny. Et c'est vrai que c'est important, hein, de pouvoir se faire accompagner en tant que manager. Et merci aussi, Dominique, pour ce beau témoignage et puis ces pistes, hein, aussi de réflexion et d'action. Alors, en conclusion, on vous propose de retenir 3 leviers clés. Donc, oser parler, hein, identifier les relais internes et externes qui pourront vous aider dans votre rôle. Il est parfois difficile, hein, on l'a dit, d'alerter ou de se confier lorsqu'on a l'impression de devoir tout porter et d'être fort en toutes circonstances. Mais nous l'avons dit lors de ce webinaire, tout ne dépend pas de vous. Aussi, prenez soin de vous, c'est indispensable, hein, pour prendre soin des autres, et on l'a dit, déconnecter, prendre du temps pour soi, ne pas oublier ses loisirs, ne pas oublier sa famille. Et puis, ne restez pas seul avec vos difficultés. Hein, c'est pas parce que vous reconnaissez vos vulnérabilités que vous êtes quelqu'un de faible ou d'incompétent. On a tous le droit de rencontrer des difficultés. On vous a aussi proposé 3 outils que vous pouvez mobiliser facilement pour prendre soin de vous et de vos équipes. Et on espère qu'ils vous aideront et feront écho aussi à des situations vécues. Alors, en parlant d'outils, hein, chez Previa, on est convaincu que le manager doit être accompagné dans son rôle, surtout quand il s'agit de mettre le manager au cœur de la prévention. Dominique l'a dit, hein, c'est vrai que c'est important de se former notamment sur la santé mentale. On peut proposer une formation dans ce cadre et on propose également un parcours manager afin d'accompagner et d'outiller vos managers pour en faire de véritables alliés de la prévention de la santé au travail. C'est un parcours complet qu'on a développé nous-mêmes, qui est ludique et qui allie digital learning et présentiel. Et puis, on vous propose aussi des petites ressources pour aller plus loin parce qu'on sait 45 minutes pour vous parler du management, pour vous parler de la santé, c'est court, c'est ambitieux. Donc, surtout, n'hésitez pas, si vous souhaitez aller plus loin, à télécharger notre livre blanc consacré à la santé mentale, qui est en 2 volumes, en 2 parties. Et puis, voilà, nous avons beaucoup de contenu à vous partager également en podcast, en webinaire, si vous voulez approfondir les sujets. Donc, merci beaucoup Dominique et Fanny, c'était un plaisir de préparer et de co-animer ce webinaire à vos côtés. Et maintenant, on va prendre quelques minutes pour répondre à vos questions. Alors, il y avait donc une première question qui est plutôt pour toi, Dominique. C'est quoi un coach en bilan de compétences? C'est une bonne question. En fait, je pense que être coach, c'est une posture, après ma formation que j'ai pu faire, en fait, et que c'est pas un métier en tant que tel. Et pour moi, pour les autres, ça peut être un métier. Je sais qu'il y en a qui font ça. Moi, l'idée, c'est plutôt de me dire, je me suis formé au coaching pendant 18 mois. Et derrière, juste être coach ne me suffisait pas. J'ai besoin de faire un travail concret. Et je trouvais que le sujet de l'accompagnement des carrières et l'accompagnement des vies professionnelles avec ces moments de doute, de remise en cause, ça m'allait bien parce que finalement, dans ma carrière et dans ma vie professionnelle, même si dans le milieu bancaire, mais il y a tellement de métiers possibles que c'est ce que j'ai pu faire avec mes collaborateurs.
et c'est là-dessus que j'étais très sensible. Je me suis dit, voilà, forme-toi aussi au bilan de compétences et utilise ta formation de coach pour le bilan de compétences. Parce qu'en fait, en bilan de compétences, ce sont des entretiens d'1h30 ensemble, en individuel, et la posture de coach, avec le questionnement du coach, apporte une vraie valeur ajoutée au bilan de compétences. C'est pas seulement des outils avec des tests de personnalité. Pour moi, c'est travailler sur les paradoxes, travailler sur les contradictions, voilà. Et ça, je trouve que ça donne plus de puissance quand on est coach à côté. Ça ne veut pas dire que je fais pas du coaching pur, mais mon vrai souhait, c'est d'allier le coaching dans le bilan de compétences. Merci J'ai beaucoup. peut-être inventé un métier, je ne sais pas. Moi, je trouve ça très clair en tout cas, et voilà, on comprend bien voilà, la logique entre les deux compétences. Fanny, Linda avait une question. Bonjour, je suis RRH, enfin une réaction plutôt, une remarque, et je pense que tu pourras rebondir dessus par rapport à ce que tu disais sur le fait de prendre des nouvelles. Linda nous dit: bonjour, je suis RRH, et pour témoigner, prendre des nouvelles d'un salarié en arrêt est souvent mal perçu par le collaborateur. Qu'en penses-tu? Alors, la réponse que je ferai, c'est effectivement, ça peut ne pas être bien perçu par certains. Pour autant, moi, j'aurais tendance à conseiller quand même de tendre la main. Soit on la prend, soit on la laisse. Mais en tous les cas, on se sera porté à son écoute et à lui de se saisir ou pas de cette intention. Mais je pense que c'est bien de le proposer, du moins. Et après, libre au collaborateur de saisir cette opportunité pour échanger quand il le souhaite, quand il est prêt. Merci Fanny. Dominique, tu veux ajouter quelque chose peut-être sur ce sujet? Juste te dire, oui, parce qu'avec mon entreprise, en fait, je partage complètement ce que vient de dire Fanny. On avait mis, en fait, pendant ma période où j'étais pas bien, j'étais en déconnexion avec mon entreprise, mais mine de rien, on s'était calé, et ça venait de moi, hein, c'était mon souhait aussi. Une fois par mois, je faisais quand même, j'avais un échange avec mon hiérarchique direct, et je trouve que, voilà, à partir du moment où c'est pas fait de manière malsaine, c'était même hyper important. Moi, j'en avais besoin aussi de garder ce lien à ce moment-là. Et puis, j'avoue que j'ai aussi la directrice générale une fois, et la directrice générale adjointe aussi au téléphone, en termes de lien, de se sentir quand même alors je vais dire le mot famille, mais dans cette famille encore, c'était important. En tout cas, ça m'a fait du bien quand c'est arrivé. Voilà. Je comprends qu'il ne faut pas que ça soit intrusif, mais quand c'est bien fait, ça a du sens, et ça vous permet ça vous aide aussi à retrouver la pêche. Voilà. Je rebondis, Dominique, justement parce que, alors nous, Linda, on a un peu l'autre côté, c'est-à-dire qu'on a le côté vécu du salarié, puisqu'on accompagne les salariés en arrêt longue durée, et souvent, ils vont nous dire: bah, écoutez, ça fait des mois que mon employeur n'a pas pris de mes nouvelles. J'ai l'impression qu'il n'en a complètement rien à faire de ce que je suis en train de traverser, qu'il n'en est même pas vraiment conscient. Et du coup, j'ai beaucoup de mal à renouer avec lui ou à le recontacter parce que j'ai l'impression qu'il m'a complètement oublié. Ce qui n'est pas le cas, bien sûr. C'est parce que vous, justement, vous n'osez pas parce que vous avez peur de le déranger ou de mal faire. Mais parfois aussi, c'est même envoyer un petit message sans forcément poser de questions. Mais dire: sache que je me tiens à ta disposition si tu as besoin d'échanger. Je pense à toi en ce moment. Ma porte est ouverte, sans forcément aller sur de la question tout de suite du comment ça va, qui en effet peut paraître intrusif, ou la personne ne va peut-être pas oser s'exprimer, mais dire voilà, si tu ne souhaites pas que je prenne de nouvelles, je n'en prendrai pas, mais sache que moi, ça me ferait plaisir d'en avoir de temps en temps. Et ça, ce sera forcément bien pris parce que la personne en face, elle se sentira considérée et reconnue. Complètement. Linda avait également une autre remarque. Dans le cadre de la mise en place d'une démarche QVCT, 49% des managers ne sont pas formés. Alors, comment prévenir les RPS, détecter les signaux faibles des collaborateurs? On l'a dit, en effet, vous le dites dans votre remarque, il y a 49% des managers qui ne sont pas formés, c'est la moitié, et ce n'est pas inné de détecter les signaux faibles, d'être attentif à tout. Et puis moi, j'ajouterais quelque chose. Donc déjà, c'est les former, c'est les sensibiliser. C'est aussi, pourquoi pas, avoir des groupes aussi d'échange, d'analyse de pratique, de supervision, comme le disait Dominique, parce que on est souvent très isolé dans sa fonction de manager. Et puis, je rajouterais aussi que le manager, il est là pour insuffler une démarche de prévention dans son équipe, et aussi montrer qu'il n'est pas là pour tout porter seul. Parce qu'un manager, s'il a des équipes qui sont sur plusieurs sites, ou s'il est lui-même en déplacement, ou avec le télétravail aussi, il ne peut pas tout voir.
Donc, c'est important aussi de dire on est en vigilance partagée sur ces sujets-là. On a tous un rôle à porter en matière de prévention. Et donc, je veux aussi vous montrer qu'on est tous là pour prendre soin des autres. Je ne peux pas tout voir. Donc, aidez-moi aussi à voir s'il y a une situation qui m'échappe. Hein. Je ne suis qu'un être humain. Parfois, moi aussi, j'ai la tête dans le guidon, je suis dans mes projets. Donc voilà, insuffler aussi cette démarche de prévention et de vigilance partagée. Voilà. Voilà un peu pour les questions. Il y avait un dernier commentaire. Il n'y a pas lieu d'être des héros. Le titre est mal choisi. Être humain est déjà suffisant. On veut paramétrer les managers physiquement comme les coureurs de fond du quotidien et mentalement comme des sprinteurs. Voilà, c'est Isabelle qui nous dit ça. Alors, on parlait de héros. Le titre était justement un peu provoque, mais bien sûr, hein, l'idée c'est de sortir de cette image justement de super-héros. On n'est que des humains, hein, tous et toutes, quelles que soient nos responsabilités dans l'entreprise. Je ne sais pas si Fanny, Dominique, un dernier mot là-dessus avant de se quitter par rapport à ce que vient de dire Isabelle. Je crois que le manager peut se prendre parfois comme un héros, ou en tout cas, il se retrouve positionné de temps en temps dans les systèmes comme un héros, parce que le discours est c'est de votre responsabilité, c'est grâce à vous si, voilà. Et donc après, on se croit redevable, peut-être parfois, au-delà de notre fonction et de notre métier. Et c'est quand on passe la barrière du au-delà que je trouve qu'on se met en danger en tant que manager. Merci beaucoup, Dominique. Merci, Fanny, également. Voilà, c'était une heure riche, voilà, en conseils, en témoignages. Donc, merci à vous pour ce moment. Merci aux participants d'être toujours aussi nombreux à se connecter à nos webinaires. Voilà, vous pourrez télécharger la présentation, bien sûr, à l'issue du webinaire. N'hésitez pas. Et on reste disponible si vous avez des questions. Voilà, bonne journée à toutes et à tous et à bientôt. Merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir.